Bienvenue dans cette nouvelle interview sur du coup en fait c'est la première interview que je fais où en fait je fais interviewer les personnes qui sont euh, peut-être pas si connues que ça mais qui ont quand même des choses intéressantes à nous dire. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai ma première invitée. Bonjour Marion. Bonjour, avec plaisir d'être là. Donc avant tout, comment est-ce que vous vous présenterez? OK, alors, bonjour tout le monde. Donc, moi c'est Marion, j'ai 30 ans, je suis, freelance, rédactrice web, depuis, 4 ans et je suis aussi créatrice du blog Entreprendre et voyager donc, qui parle d'entrepreneuriat web en ligne, de digital nomadisme et de voyage, en quelques mots. Ok. Et du coup, quelle est votre journée type? Alors c'est, une question, intéressante parce que, quand on est indépendant à son compte et en plus qu'on voyage parfois, il y a des journées qui se ressemblent et d'autres un peu moins donc alors si si je voyage pas, c'est vrai que mes journées peuvent être plus ou moins, similaires. Je commence ma journée en travaillant, sur les projets de mes clients et puis, après parfois l'après-midi, je vais plus faire, ma propre création de contenu, travailler sur mes propres projets, partager un peu aussi, la journée entre prospection, opérationnel, communication de ma propre entreprise. Donc il y a vraiment, beaucoup de beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, dans une journée, mais globalement, je dirais qu'elle se divise un peu en 3 entre, mes propres projets, la communication de mon entreprise et puis, de la recherche de nouveaux clients et aussi, pas mal quand même, de gestion de projet, de suivi et cetera. Et du coup, en quoi consiste votre entreprise? Alors moi, en tant que rédactrice web, mon activité principale, c'est de rédiger des articles pour, augmenter la visibilité de mes clients, sur les moteurs de recherche, principalement Google, donc de faire des articles bien référencés SEO. Ça, c'est mon activité principale et puis après, pour le blog, je fais déjà, beaucoup de contenu, articles, vidéos et puis podcast aussi. Là, je viens de sortir mon premier livre que je commence à vendre et puis le but à terme, c'est de, lancer une formation, pour devenir, digital nomade. Hmm, Donc je ça, fais pas mal de choses. Ouais, en fait, on voit que vous avez une journée que vous n'avez pas de journée type, en fait, parce que vous avez beaucoup d'activités différentes. Euh, et comme du coup, vous êtes rédactrice web et qu'en plus, vous avez un propre blog, que vous écrivez un livre. euh, D'ailleurs, on mettra le lien du livre dans la description pour ceux qui veulent aller voir. C'est gentil. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites au quotidien, en fait? Qu'est-ce qui vous drive au jour le jour? Quel est votre pourquoi, en fait? Alors effectivement, je pense que, c'est intéressant d'avoir, voilà, au moins un pourquoi, un truc qui te drive, voire plusieurs raisons qui te qui te poussent à te lever le matin et à faire ce que tu fais. Alors moi, personnellement, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment, mon indépendance, ma flexibilité, ma liberté. Dans le sens où comme je suis, passionnée par les voyages, je cherchais vraiment, un mode de vie et de travail dans lequel je puisse, partir quand je veux, ne pas avoir à demander d'autorisation à un patron pour partir, voilà, si je veux partir en week-end ou dans la famille ou à l'étranger, n'importe quoi, je suis libre. Je suis libre aussi, dans mes journées, dans mon organisation en tant qu'indépendante. Je peux travailler aussi bien, les week-ends que le soir ou très tôt le matin ou pas du tout. Voilà, c'est vraiment toute cette, flexibilité, justement cette modulité dans dans mes journées et comme voilà, la variété aussi du coup de La mes liberté, journées tout qui me simplement, en fait. voilà, la liberté, Ouais, la c'est liberté. sûr que moi, j'en suis encore au stade où je fais encore mes études et c'est clair que moi, mon but avec tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est clairement d'apprendre de nouvelles choses, d'enseigner aussi, mais surtout aussi voilà, de pouvoir être libre aussi et de pouvoir aussi peut-être pas rendre des personnes dans mon audience libres aussi. Mmh. Et en fait, la liberté pour vous, elle se traduit par quoi? Alors justement, après la liberté, elle est toujours, bien sûr, elle est toujours relative. Je veux dire, il y a toujours une relative une voilà, une liberté,
voilà, on est toujours lié quelque part soit à des clients ou à une activité professionnelle où il y a toujours, voilà, il y a toujours bien sûr des limites à mettre à la liberté. La liberté, elle est pas, pleine et entière, même quand on est à son compte. Mais, en fait, pour moi, la liberté, elle est avant tout personnelle et c'est surtout, en fait, de pouvoir vivre en fonction des critères que nous, on on met en place et on s'autorise à mettre en place et des critères qui nous correspondent à nous. Ce qui fait que forcément, en fait, la liberté, c'est un large panel parce que moi, par exemple, j'adore, travailler très tôt le matin, mais ça va pas du tout être le cas, de tout le monde et pour moi, ça, c'est une partie de ma liberté. Donc je dirais, c'est fixer ses propres règles du jeu, C'est avoir la le choix, liberté, en c'est fait. ça. La liberté, c'est pas tellement un mode de vie, mais c'est avoir le choix sur ce que l'on a envie de faire, en fait. Sur comment on Exactement veut. et avoir le choix aussi, sur, je dirais sur, ce qu'on peut ac parce que bien sûr, il y a des choses, négatives qu'on doit quand même, supporter, mais on peut plus ou moins choisir ce qu'on accepte ou pas, dans sa vie. Est-ce que vous pensez que l'ambition bride la liberté? Waouh! Grosse question. Est-ce que l'ambition bride la liberté? Non, je pense que justement, si on a de l'ambition, on va plus se diriger vers la liberté parce que c'est justement en n'ayant pas envie d'aller plus loin, et d'aller plus loin dans les choses et dans ce qu'on fait, notamment dans l'action, que qu'on va se brider, en fait. Si on prend pas le contrôle et si on ne réfléchit pas, c'est au moment où on est aveugle et on est la tête dans le guidon et qu'on ne prend pas de recul par rapport à ce qu'on fait et qu'on cherche pas à aller plus loin que là, justement, on est plus libre. Oui, et d'ailleurs, je m'en rappelle qu'il y a des études très intéressantes qui ont montré que euh, ce qu'on appelle liberté, ça se traduit souvent par du bonheur et que souvent le bonheur est lié en fait à une progression personnelle. Et c'est peut-être pour ça que le développement personnel marche aussi bien parce que dans un monde où parce qu'en fait, en soi, le développement personnel, il ne nous dit pas que le monde, il est super, mais il nous dit qu'on peut agir sur nous-mêmes. Et c'est peut-être ça aussi une traduction de la liberté. Maintenant, on va parler du coup un peu plus des sujets au niveau de l'éducation. Et on va commencer Mmh. avec une question qui est: quelle place a pour vous l'éducation dans votre quotidien, que ce soit la transmission ou que ce soit votre propre apprentissage? Alors, justement, l'éducation, en tout cas, ça a une grande place dans l'entrepreneuriat et dans les voyages et ça a une plus grande place aujourd'hui dans ma vie, je pense, en tout cas personnellement, en tant qu'adulte, que peut-être quand j'étais, plus jeune parce que avec la maturité et avec le cheminement, comme on disait, ce qui rejoint la liberté, hem on se rend davantage compte, de l'importance de l'éducation. Quand on est entrepreneur et quand voilà, on commence à avancer un petit peu sur le chemin, je dirais que la transmission et la formation sont toujours 2 piliers super importants. De toute façon, il faut toujours continuer d'apprendre et plus on transmet, plus on apprend et encore plus important, de transmettre notre évolution. Donc je conseille, d'ailleurs, très régulièrement sur mon blog et dans les podcasts qui sont axés, développement personnel aussi et professionnel, parce que ça se rejoint. Vraiment d'être dans cette dynamique, tout le temps, de continuer à se former, de partager, de voilà, de faire des rencontres, d'ouvrir son cercle, pour apprendre de différentes manières et pas que dans les livres ou pas justement, que dans des vidéos ou dans des cours. Je pense qu'il y a maintes façons d'apprendre et ça rejoint complètement, ce cheminement de liberté, de mon blog. Ouais. Et où est-ce que vous en seriez aujourd'hui sans vos compétences actuelles? Et si tu devais, pardon, les réapprendre, comment est-ce que tu ferais? Heu, alors là aussi, c'est une grosse question. Alors mes compétences actuelles, ben, c'est vrai que mes compétences actuelles, heu
je les vois un peu en 2. Il y a mes compétences professionnelles par rapport à mon métier de rédactrice web et après il y a les compétences que je commence à avoir en entrepreneuriat et en voyage de manière générale parce que j'ai beaucoup voyagé. Hem, C'est une compétence selon vous de voyager? ça je enfin, comment dire? Je pense qu'il y a des points, qui sont importants, la capacité d'adaptation, la capacité de parler différentes langues étrangères. Il y a aussi, tout ce qui est un peu d'organisation, de logistique, de technologie. Enfin, quand on devient digital nomade, il y a aussi des parties un peu plus logistiques à mettre en place. Donc Bien c'est sûr. dans ce sens-là que je le détermine en tant que compétence. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Si j'avais pas ces compétences-là aujourd'hui, je sais pas où j'en serais, mais par contre, je sais comment je pourrais les réapprendre. Mhm. Apprendre à écrire en ce qui me concerne, et je continue de me former, sur ce sujet. Ça peut se faire de mille et une façons différentes. Écrire pour soi, écrire pour les autres, suivre des formations en ligne, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, et c'est ce que je fais aussi, de suivre des ateliers en présentiel. C'est beaucoup d'entraînement, aussi à travers différents exercices. Écrire Il y a tellement de styles d'écriture aussi, c'est de se tester dans différents styles, aussi bien de la fiction que de la non-fiction, des articles, des livres. Voilà, c'est pour ça que j'essaye, voilà, dans cette optique, j'essaye différentes, formes d'écriture. Et par rapport au voyage, alors là, je spoil un peu sur ma peut-être future formation, mais heu mais je détermine dans mon livre différents niveaux en digital nomadisme et je pense qu'à chaque palier, il y a des savoir-faire et des savoir-être à acquérir et notamment, la première chose, c'est de ça rejoint un peu le développement personnel, mais la toute première chose toujours, c'est savoir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut proposer à ses clients, comment on se différencie par rapport à ça. Et savoir démarcher. Oui, en fait, c'est un peu, enfin, je sais plus quel sportif connu avait dit ça. Il avait dit, beaucoup de gens aimeraient être à mon niveau, mais s'ils seraient directement amenés du jour au lendemain à ce Mmh. niveau-là, ils ne seraient pas capables de le maintenir, en fait. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est-à-dire que apprendre par palier, c'est peut-être la meilleure solution et qu'on cherche toujours souvent des raccourcis, alors que c'est peut-être aussi juste avec l'expérience et avec les bonnes méthodes qu'on réussit à mieux apprendre. C'est comme par exemple en ce moment, bah, je me forme beaucoup sur le Mmh. copywriting parce que Oui. c'est une compétence qui va m'être utile toute ma vie et puis même, même pour moi Mmh. parce que je vends aussi des formations. Et évidemment, le copywriting, c'est en fait l'art de convaincre les gens que notre produit est le bon produit. Parce que tu peux créer le meilleur produit. C'est d'ailleurs peut-être des erreurs que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on peut créer vraiment le meilleur produit et se dire ça va aider les gens à fond. Et après, se retrouver à essayer de la vendre sans avoir les bons arguments. Et en fait, oui, c'est peut-être juste que si on passe jamais à l'action, on va pas réussir à apprendre. Mais si on ne lit rien sur le sujet, on va pas non plus être bon. Mmh. Donc, en fait, moi, je vois bien l'apprentissage comme un escalier, c'est-à-dire qu'on a Oui. l'apprentissage, l'action, l'apprentissage, l'action, l'apprentissage, l'action, etc. Moi, c'est comme ça que Et je vois la maîtrise d'une compétence. je suis assez d'accord avec toi et justement, ce qui est important de dire, c'est de non seulement de pas chercher des raccourcis, de progresser, mais aussi de savoir, prendre du recul. Heu, Pas forcément, parce qu'on va pas pouvoir toujours monter, l'escalier de manière linéaire. Il y a des moments où on va redescendre l'escalier, ou peut-être qu'on va tomber, qu'on va se relever, qu'on va remonter. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et ne pas se dire que c'est pas parce qu'on rate une marche à un moment donné qu'on n'est pas capable de la remonter ensuite. Mais par contre, comme tu dis, c'est important de coupler, à mon avis, différentes, formes d'apprentissage et Après, et moi, je suis convaincu et que d'expérience. Mmh. il y a des manières aussi plus efficaces d'apprendre. C'est-à-dire que bah, c'est un peu mon domaine de prédilection parce que
j'en ai lu des articles et des livres sur comment mieux apprendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a cette capacité d'apprendre rapidement, de pouvoir le retenir, etc., on a une capacité en fait de créer une espèce d'effet cumulé en fait avec toutes les connaissances qu'on accumule. Par exemple, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent même pas de livres. Il y a aussi des personnes qui lisent des livres, mais en fait, ceux qui ont des vrais résultats, qui vont réellement faire un carnage, strike, tout ce que vous voulez, c'est ceux en fait qui sont capables d'absorber l'information et d'en faire quelque chose. Et c'est aussi, ouais, enfin, moi je pense que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, avec toutes les Mm. informations qu'on a, c'est de réussir à l'absorber correctement et à pouvoir l'appliquer ensuite, à pouvoir créer en fait cet effet escalier. Et c'est, je pense, l'une des compétences les plus sous-estimées aujourd'hui, parce que si tu es capable d'apprendre tout ce que tu veux 3 fois plus vite que tous les autres, tu es aussi capable de progresser beaucoup plus que les autres. Et je pense que c'est pour ça que voilà, il y en a certains qui progressent beaucoup plus et qui deviennent des experts rapidement, alors que d'autres prennent beaucoup plus de temps. Et Mm. justement, en parlant d'expertise, alors vous avez sûrement appris des choses sur le chemin. Et quel échec vous pourriez nous partager dans ce podcast euh, pour nous permettre en fait de ne pas refaire cette erreur? Alors c'est pas vraiment, c'est pas, enfin, ce qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est pas vraiment un échec, mais c'est quand je me suis lancée à mon compte, justement, j'ai pas pris, enfin, je me suis lancée un peu à tête baissée et par hasard, ce qui fait que mon travail de préparation n'a pas été suffisant. Et justement, comme on faisait cette analogie avec le sport, que ce soit l'apprentissage, l'entrepreneuriat, les différents chemins vers vos objectifs que vous allez prendre dans votre vie, oui, c'est très important de tester et de passer à l'action, mais il y a aussi quand même une phase d'entraînement et de préparation, de balisage du terrain. Et moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas suffisamment balisé le terrain, ce qui fait que j'ai foncé. Au début, ça allait, ça allait, ça allait. Et puis, je me suis essoufflée et je me suis rendu compte que peut-être que je ne me serais pas essoufflée si j'avais préparé amont les bases de mon entreprise. Parce que j'ai dû, on va dire, j'ai 1 an plus tard, je me suis retrouvée à me dire, bon, c'est bien gentil, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Quelle est ta vision? Quels sont les socles? Donc, après, c'est important de se remettre régulièrement en question dans toute aventure, mais c'est quand même, alors sans procrastiner, m'arriver quand même à se poser certaines questions au départ. Du coup, vous diriez Voilà. que l'erreur à ne pas faire, c'est de trop se poser de questions? Non, c'est juste, enfin, oui aussi, mais c'est de foncer tête baissée et de penser que, par exemple, on peut partir à l'autre bout du monde du jour au lendemain ou on peut devenir expert du jour au lendemain. C'est un peu ce qu'on disait dans cette question de raccourci. C'est non, il n'y a pas de raccourci. Tous ceux qui réussissent de manière durable, ils ont bien préparé normalement, ils ont bien préparé leur truc avant et ils n'en sont pas là par hasard. Ils ont peut-être galéré des années et des années avant d'en avoir là. Et souvent, ceux qui réussissent du jour au lendemain, Il y a des années de six travail mois, derrière, en fait. 6 mois, on n'en entend plus parler, quoi. Donc, c'est, voilà, je pense Enfin, que... après, il y a aussi enfin, je ne sais pas si c'est une citation, mais c'est que on dit toujours, ah, lui, il a réussi du jour au lendemain. Mais ce qui fait que Non. cette personne a vraiment réussi du jour au lendemain, ce qui fait qu'on le remarque, c'est toutes les années de travail derrière, en fait. C'est-à-dire que ça fait peut-être 4 ans, 5 ans que le gars, il se forme, il apprend, il passe à l'action aussi, et que c'est seulement 5 ans après que vraiment cette personne, elle a des résultats incroyables et qu'on se dit, ah, mais comment tu as fait? Et en fait, non, Ouais. c'est juste que derrière, cette personne est devenue extrêmement compétente et qu'elle a appris encore et encore et qu'elle est passée à l'action et qu'au bout d'un moment, ça a marché tout simplement. Exactement. Alors, quelle est pour vous la meilleure source pour s'instruire? Est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est les formations, les podcasts, les vidéos?
quelle est pour vous vraiment si vous devriez ne garder qu'une seule source Mmh. pour apprendre, quel serait tout simplement ce format? Alors enfin, pour moi, effectivement, ça dépend des thématiques visées. Oui, bien Hem, sûr, parce que si par exemple on mmh, apprend à coder, c'est pas dans oui, les livres qu'on va apprendre à coder, c'est sûr. voilà, On peut, c'est mais ça, donc ça va juste être périmé dans 3 ans. Mais mmh. disons pour quelque chose de plus général, sans voilà, quelque chose qui vraiment, si cette, voilà, si cette source-là, devrait vous rester, toute votre vie, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense que alors c'est pas vraiment, mais ce qui me vient à l'esprit comme ça là, je pense qu'on apprend effectivement le plus, dans l'action et dans l'expérience. Hem, Ce qui fait que peut-être je pense au format des exercices en fait, Mmh. de faire des exercices, dans le domaine visé. Alors si on veut apprendre à écrire, ben, on fait des exercices d'écriture. Si on veut apprendre à développer, on va faire des petits, enfin voilà, des petits tests de codage. C'est pas forcément alors au départ, j'aurais eu tendance à dire avec les livres, mais c'est pas forcément dans les livres non plus qu'on apprend le plus. C'est assez compliqué comme question. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on en fait de Ouais, l'information dans un livre. Parce que si, c'est par exemple, mmh, moi, quand je lis un livre, j'essaie vraiment à chaque fois de réussir à le retranscrire en c'est ça. action concrète. Et en fait, quand vous dites ça, c'est vrai, en fait, parce que en soi, on peut lire un livre et apprendre des choses, mais rester dans la théorie. Et c'est Mmh, vrai que l'enjeu, c'est vraiment, en fait, voilà, de pouvoir extraire l'information, que ce soit dans un ouais. livre, une formation, peu importe, et de pouvoir le transformer en exercice et en action concrète soi-même, en fait. C'est pour ça un peu ça rejoint un peu finalement, que ça soit, sous forme de synthèse ou d'exercice ou de rapport ou de prise de notes. Finalement, c'est de l'appropriation et je pense qu'il y a plus d'appropriation, notamment en lecture/écriture que juste, regarder des vidéos de manière passive ou écouter des podcasts qui seront pas forcément alors qui vont résonner sur le moment, mais qui sur le long terme, vous allez pas forcément. Enfin, si vous prenez pas de notes, vous allez pas forcément vous en souvenir. Ouais. Donc, Et du coup, vous prenez des notes sur tout ce que vous apprenez? alors, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais malheureusement non et parce que, bah, effectivement, il faut trouver, un système de prise de notes intelligent, pas trop chronophage. Il faut penser à le faire, pour chaque, chose qu'on apprend donc, je Je note pas, tout ce que j'apprends, mais en tout cas aujourd'hui, j'essaye de le faire de plus en plus. Par exemple, j'ai un fichier, Word où je note, toutes les idées importantes que je vois passer. Par exemple, comme je lis beaucoup aussi, bah, des articles de web et cetera, mais dès que je vois quelque chose d'intéressant, j'essaie quand même de le noter, même si je vais pas noter tout, à chaque fois. S'il y a quand même des trucs importants, je vais les noter le plus rapidement possible. Et je sais que c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant et qu'aujourd'hui j'essaye de faire parce que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience par rapport à ça. Ouais, la prise de notes, c'est super important. Bah, moi, j'ai une Mmh, formation entière qui explique ça parce que il y a vraiment un avant et un après depuis que je prends des notes avec un bon système et depuis que mmh, je prends des notes passivement, en fait, ou que je ne prends pas de notes du tout, en fait. Parce que moi, en soi, enfin, euh, je lis beaucoup de livres et je suis toujours frustré par le fait de ne pas pouvoir retenir et de le ouais. transformer en action concrète. Et, euh, et moi, heureusement, maintenant, j'ai vraiment trouvé le système parfait. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Il y a Mmh. toutes mes formations en description. Et voilà, c'est vraiment, en fait, c'est une frustration que j'avais et que j'ai heureusement réussi à transformer en force, tout simplement, parce que l'avantage, c'est que quand tu prends des notes et que tu les prends de manière efficace, tu n'as même plus besoin en fait de te soucier de retenir ou pas. Parce qu'il y a ce Mmh. fameux problème de la courbe de l'oubli. Vous connaissez de toute façon, c'est quand on apprend quelque chose, au bout d'un moment, ça s'efface peu Oui. à peu et on oublie. Et en fait,
moi, je me suis rendu compte que si on a les bonnes méthodes, on peut non seulement réussir à lutter contre cette courbe de l'oubli, mais on peut également juste n'en avoir rien à faire d'oublier quelque chose parce qu'on sait que ça s'est noté et qu'on va pouvoir le retrouver efficacement. Et ça, c'est sûr que je pense vraiment que l'un des atouts les plus essentiels aujourd'hui, c'est voilà, c'est de se construire un vrai système de prise de notes intelligent et qui va pouvoir nous suivre toute notre vie, tout simplement. Oui. Alors, du coup, quels sont les livres que vous avez lus qui vous ont le plus marqué? Alors il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai lu il y a pas si longtemps et qui est vraiment un excellent livre en développement personnel. Je vous le recommande vivement. Après, quelques biographies. Bon, moi, après, la saga Harry Potter, bien sûr. Quoi d'autre? Il y a aussi Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un excellent livre sur la psychologie sociale. Et puis, je ne sais plus le nom de l'auteur, je regarde 12 règles pour une vie, voilà, de Jordan Jordan Peterson, 12 règles Peterson. pour une vie. Ouais, ouais, ouais. Excellent livre. Ah, moi, je l'ai lu. Ouais. Mm, Euh, mm. surtout, ce qui À est relire, intéressant, à relire. c'est les deux, en fait, les deux combinés. C'est-à-dire, Mm. il y a deux tomes de ce livre-là. Et Ouais. l'un, en fait, parle de comment ne pas sombrer dans le chaos. Et puis l'autre, il parle de comment ne pas être trop ordonné. Et c'est sûr, c'est des livres que je conseillerais vraiment. Je pense que Vraiment, et puis très bien écrit, accessible pour tout le ouais, monde. c'est une super base, en fait, pour construire une belle carrière, une belle vie en Ouais. général. Où se trouve, selon vous, la frontière entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui excelle dans son domaine? Alors, quelqu'un qui sait, Quelqu'un qui a je des pense connaissances, qu'il tout va, simplement. Et quelqu'un qui est ouais, vraiment... voilà, je pense il va avoir les bases dans son, il va avoir les bases dans son domaine, il va être capable d'échanger avec d'autres personnes de son domaine par rapport à, on va dire, un certain ensemble. Par contre, l'expert, il va aller plus loin dans le sens où lui, il va aller vraiment creuser des sujets qui n'ont pas forcément été abordés dans cette thématique-là. Il va quand même avoir voilà, du recul sur la thématique en question et voir proposer de nouveaux regards et ses propres méthodes, je pense. Que la différence entre un expert et quelqu'un qui sait, c'est celle-là. OK. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Euh, Quel type d'élève est-ce que vous étiez à l'école? Alors, moi, pendant très longtemps, j'étais une élève moyenne, normale, ni l'intello, ni, ni la dernière de la classe. J'étais dans la moyenne. Je faisais ce qu'on me demandait. Je faisais un peu plus uniquement dans les matières que j'aimais. Dans les matières que j'aimais pas, c'était pas la peine d'insister. Et puis après, ça a un petit peu évolué quand j'ai été au lycée, où là, je me suis plus retrouvée. J'ai fait une filière littéraire. Et quand enfin j'ai pu faire ma filière littéraire, j'ai pu plus m'éclater dans différentes matières. Donc j'ai un petit peu plus évolué. J'ai été plus une bonne élève, on va dire, même si j'étais pas non plus brillante. J'ai été une bonne élève et puis après, je suis allée à la fac. Ça a été jusqu'au niveau licence, et cetera. Et puis après, bah, j'ai eu un master, donc je m'en suis pas trop mal sortie. Mais j'étais pas non plus. J'ai toujours quand même un peu galéré. Enfin, j'ai eu mes diplômes, et cetera. Mais j'ai quand même toujours un petit peu galéré pour les avoir. Ça n'a pas toujours été facile. Et, et j'ai mis du temps avant d'aimer les études. Mm. Et est-ce que selon vous, euh, est-ce que dans quel pourcentage euh,
de votre apprentissage, l'école compte. En gros, que je veux dire avec cette question, c'est, Mmh. par exemple, si on apprend autant de choses avec l'école qu'avec des livres et des formations, c'est à 50%. Donc, à quel pourcentage, selon vous, se situe l'école dans votre utilisation actuelle, dans votre métier, etc. Je dirais, 30-70. 30 pour l'école et 70, pour le reste. J'ai bien plus appris ces 4 dernières années que de 15 ans d'école déjà. Ce que j'ai appris même à la fac, même en master et cetera, n'est une partie très, très infime, de ce que je fais et de ce que j'utilise aujourd'hui malheureusement. On se dit que même, enfin même en approfondissant, des thématiques, à un bac+5, on pense que ça va nous servir à quelque chose et finalement, pas tant que ça. Mhm. Je dis: «Je pense» les 30 parce que forcément, bah, par rapport à la lecture, l'écriture, Bien j'ai sûr. fait aussi une licence en philosophie et cetera, donc tout ça, ça a été très utile. Mais, par exemple, je regrette de pas avoir appris, l'économie, de pas avoir appris, on va dire tout ce qui est administratif, les impôts, la compta et cetera. Hem, qu'est-ce C'est des que choses en fait qu'on nous enseigne pas à Ouais, l'école. Même voilà. la gestion des finances, Mmh, euh, c'est c'est la première chose qu'on devrait voilà qu'on devrait mettre à l'école. Enfin, ouais, selon moi, je mmh. trouve. Et du coup, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez appris, quelle est selon vous la matière, vous pouvez même en citer plusieurs si vous avez plusieurs idées en tête, qu'il faudrait absolument ajouter à l'école? Oui, alors effectivement, j'avais j'avais déjà un peu débordé, mais oui, donc l'économie. Hem, hem, c'est pas forcément facile comme ça de penser à des matières, en particulier. Hem, moi, par exemple, j'ai fait de la j'ai fait de la philosophie et je considère qu'on devrait mettre plus l'accent sur la philosophie, par exemple. Mhm. Oui, parce que la Pourquoi philosophie en mmh, soi, mmh, moi je suis pas encore en terminale et j'en ai jamais fait alors que je lis déjà des livres de philosophie et je trouve ça super, tellement mmh. dommage qu'on n'étudie pas déjà ça enfin maintenant en fait. On Bah, devrait en c'est vrai fait, que, par ouais. exemple, la philosophie, il y a i on est le seul pays au monde à, avoir au moins des cours de philosophie en terminale. Ce qui est déjà, pas mal, mais il Et faut penser déjà, que tout une année, on trouve ça peu et il y voilà, a, ouais. c'est ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois peu et en même temps, on est le seul pays du monde, qui enseigne la philosophie avant des études supérieures. Hem, Parce qu'en soi, la donc ça, philosophie, c'est ouais. c'est apprendre à penser. C'est c'est mettre nos pensées euh, et les retranscrire en actions concrètes. Et, et c'est sûr que c'est une matière qui serait utile à n'importe qui. Mmh. Ça permet aussi puis en termes de voilà, en termes de développement personnel, en termes de maturité, en termes de structuration de l'esprit, ben, voilà, ça va moi je ça m'a énormément appris. L'économie donc, comme on disait. Hem, après oui, enfin, on va dire économie slash, comptabilité, je pense. Enfin voilà. Hem, après au quotidien finalement, on se rend compte qu'on utilise. Enfin, je pense à l'histoire, mais ça c'est enfin, mais je veux dire l'histoire au quotidien, on l'utilise pas, donc c'est pas évident. Bien sûr le français, bien sûr le français, les maths, mais est-ce qu'on va avoir besoin enfin, à plus ou moins, à des degrés différents je veux dire par rapport aux sciences, par rapport à la physique-chimie. Tout le monde ne va pas en faire les mêmes usages, donc je peux pas, je peux pas dire non plus que les Ouais, ça matières dépend de chacun, en scientifiques, fait. Ça dépend de ne chacun. servent à rien. Ouais. Et qu'il y a, il y a aussi des enfants qui ont un intérêt pour une matière,
mais que en fait, on bride cet enfant parce qu'on lui dit: c'est ça. «Non, mais tu dois être bon partout, tu dois être» parce que je sais pas, par exemple, j'ai, mon frère qui est super bon en maths, et tout ce qui est histoire et cetera, ça l'ennuie. Mais il se retrouve en fait forcé à devoir apprendre ça, alors qu'il pourrait mettre tous ses efforts dans ce dans quoi il est déjà bon, Mmh. pour exceller en fait. En fait, je pense c'est après le problème, c'est qu'il faut pas non plus, comme, après on grandit et cetera, le problème, c'est qu'il faut pas se fermer à des matières qui, a priori, ne nous conviennent pas. Ça, c'est Ouais, un problème. Moi, j'ai fait un blocage par rapport aux maths et on m'a toujours dit: «Non, non, il faut que tu continues, il faut que tu continues les maths» et heureusement que j'ai continué parce que les bases, elles sont quand même importantes. Par contre, comme tu disais à juste titre, moi, on m'a dit: «Tu vivras jamais de l'écriture». belle Quand j'avais revanche, 6 c'est une belle revanche. voilà, quand j'avais 6 ans, on me disait: «Arrête, d'écrire, arrête de voilà, d'être un peu dans ton monde et cetera». Finalement, bon, ne pas vivre de l'écriture, bon, aujourd'hui et puis en plus, comme tu dis, avec, l'avènement du copywriting et cetera, bon, on se rend compte quand même qu'écrire, c'est toujours important. Donc en fait, je pense que c'est surtout important de, c'est pas de mettre l'accent sur une ou 2 matières en particulier, c'est de dire, hem, d'apprendre différemment, à mon avis et de revaloriser, différentes manières d'apprendre et différents intérêts, différents potentiels. Ouais. Enfin, je pense surtout que l'école en fait, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne rentrent pas dans le moule, Mmh, par exemple, moi, heu souvent, en fait, quand je vais à l'école, ben, maintenant je fais avec le CNED, mais quand j'allais à l'école, j'étais toujours un peu rêveur et cetera, et parce que moi, en fait, ce que j'aime le plus, c'est de créer des choses. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos et cetera, et j'ai toujours voulu, en fait, créer. C'est toujours ce qui m'a le plus plu, et moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, l'école bride cette créativité. Même en art mmh, plastique, on n'a pas vraiment on peut pas vraiment faire un truc qu'on a envie de faire. On nous dit: «Fais une peinture avec, tel type, oui, de structure» et cetera, et moi, je pense vraiment que voilà, que je pense que l'école bride notre créativité, et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, emprisonnées dans ce système. Par exemple, je prends l'exemple, de personnes qui sont passionnées par la musique. Hem Eh bien, le problème, c'est que déjà, il y a pas d'option musique après, ce que je trouve grave parce que, on se plaint qu'il y a moins de «génies» entre guillemets, compositeurs et mmh, cetera, mais c'est parce que c'est beaucoup plus, enfin, c'est pas que c'est beaucoup plus dur, mais c'est que, c'est rendu on on n'encourage pas ça à l'école. oui, C'est-à-dire mmh, qu'on nous fait, oui, bon, on nous fait des cours de musique, on nous fait des biographies de Beethoven, de Mozart et cetera, ce qui est super. Mais on nous fait pas, par exemple, des cours du type, «OK, exprimez votre créativité, créez votre musique». Utilisez, même pas, même si on est en dehors de la musique classique, utilisez FL Studio, créez une musique, mmh, enfin, je le trouve, et puis même en dehors de la musique, en fait, tout ce qui est créatif, je trouve qu'on ne l'encourage pas assez à l'école, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes créatives qui se retrouvent prisonniers dans un truc parce qu'ils vont à l'école, mmh, de 8 heures jusqu'à 17 heures, et puis qui après, n'ont plus d'énergie pour créer, et qui perdent, leur enthousiasme pour créer de nouvelles choses, et qui pourraient en fait, voilà, qui pourraient devenir des génies, des mmh. Léonard de Vinci, des Mozart, de ce que tu veux, de demain en fait. Et je pense que le problème, c'est qu'on voilà, on laisse pas assez place à tout ce qui est accès, créativité. Même quand on parle d'écriture, en cours de Mmh. français, on nous dit pas, «Écris, un chapitre de roman». Moi, j'aurais adoré, mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est Ça juste, reste très rare, ouais. Mmh. on nous Mmh. dit juste, «Bon, bah, fais cette analyse de ceci», ou ce qui est très bien en soi, mais je trouve que l'aspect créatif est assez perdu, et par exemple, ouais, En fait, on est trop dans l'école, c'est une, transmission de connaissances, mais c'est
tout c'est les mêmes connaissances pour tout le monde et les mêmes connaissances Oui. depuis des générations et des Et du coup, générations. personne ne se Heu, démarque. voilà, sans différence, sans actualisation aussi, je pense qu'on a quand même un gros train de retard. Et comme tu disais, ça manque de mise en situation justement. On C'est est trop comme dans l'assimilation et pas dans ouais. le test et plus que la créativité, je dirais, c'est vraiment on se confronte pas presque. Parce que peut-être que si, moi j'avais appris je dis n'importe quoi, mais si j'avais appris les maths en je sais pas moi, d'ailleurs ça commence un peu à se développer ce genre de thérapie ou d'apprendre les maths en allant à l'extérieur, auprès d'animaux ou ce genre de choses. Vraiment de tester le truc en fait. Et ben ça ces thérapies-là, elles commencent à se distinguer et à montrer leurs résultats et effectivement, c'est une autre forme d'apprentissage. Surtout moi, je pense que la plus grosse erreur, c'est de vouloir mettre tout le monde au même niveau. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus douées pour une chose, plus douées pour une chose. Mmh. En fait, je pense qu'on devrait encourager des élèves à, voilà, à maîtriser d'autant plus ce qu'ils savent déjà faire sans complètement délaisser le reste. Par exemple, Mmh. enfin, si on enlève tous les cours d'histoire, ça ne serait pas non plus top parce Oui, on voilà, n'aurait aucune c'est ça. vision Mmh. sur l'histoire. Euh, et encore, il faudrait que l'histoire soit neutre parce qu'on le sait tous que c'est celui qui gagne la bataille qui est le gentil, alors qu'en fait, Mmh mh. c'est juste lui qui a écrit Bah, c'est ça. l'histoire. Donc en fait, mais bon, voilà, passons. Mais en fait, oui, Ouais. on devrait encourager les forces des élèves. Et c'est comme par exemple, il y a beaucoup, en fait, du coup, on met tout le monde au même niveau et il n'y a plus de distinction. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui sortent d'université, bac+5, ce que tu veux, qui arrivent Mmh. dans le marché du travail et qui se disent, mais bordel, mais pourquoi personne ne veut m'embaucher? Mais parce que tu as derrière, tous les ans, tu as 2000 nouvelles, élèves, nouvelles personnes qui savent faire exactement la même chose que La même toi, chose. qui arrivent dans le Mmh. marché. Et je pense que vraiment, la distinction, c'est de créer sa propre instruction, en fait. C'est Mmh. de pas seulement compter sur l'école pour apprendre ce qu'on a envie d'apprendre, tout simplement. Mmh. Ouais. Euh, Autre question, si vous pouviez discuter avec une personne morte ou fictive pendant, disons, 2 heures, qui est-ce que ça serait? Oui, c'est aussi une très bonne question à se poser, je pense, régulièrement parce que la réponse, elle peut évoluer. La première personne qui me vient à l'esprit, comme ça, de but en blanc, je sais pas pourquoi, c'est Gandhi. Hmm. Ouais. Parce que d'abord, je suis passionnée par l'Inde, mais j'avais lu il y a pas longtemps, des extraits un peu de pensées de différents, sages, asiatiques. Et j'aime bien ses pensées, donc je me dis: «Pourquoi pas?» et puis, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à m'apprendre, donc Ouais, en fait, voilà. c'est souvent ça, c'est que beaucoup de personnes qui veulent apprendre quelque chose se posent toujours la question du comment je vais apprendre. Mais en fait, je pense Mmh, que la vraie question à se poser, c'est qui est la personne qui peut vraiment te garantir mmh, enfin, déjà qui est l'expert et si cette personne a réussi à atteindre ce résultat, est-ce qu'il a écrit un livre ou comment est-ce qu'il a atteint ce résultat? c'est ça, Euh, ouais. donc, c'est un peu aussi ce que Elon Musk disait sur l'apprentissage, c'est que lui, quand on lui dit comment tu as appris à tout ce qui est au niveau fusée, etc., c'est qu'il a d'abord lu des livres, mais le plus gros qu'il a appris, c'est en parlant avec des gens, des ingénieurs, tout Mmh, simplement, parce que mmh. c'est les personnes les À plus partir compétentes. ouais. Ils ont déjà fait le boulot pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà absorbé toute l'information. Il leur suffit juste de nous le transmettre à nous, en fait. Mmh. OK. Est-ce que tu as lancé ton blog par frustration de l'apprentissage universitaire? Ouh là, non, alors, pas par frustration d'apprentissage, mais, plus peut-être par frustration du monde professionnel. Alors finalement, parce que le monde enfin, plus donc par frustration du monde professionnel d'aujourd'hui, parce que j'étais en train de me dire que finalement, le monde professionnel, tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est quand même encore une prolongation de l'école.
Oui. On pourrait penser comme ça que non, non, les 2 ils sont hyper séparés et cetera, mais personnellement, je pense pas. Je pense qu'on reste quand même dans une certaine, mouvance où l'individualité, comme on disait, n'est pas forcément, reconnue et cetera. Donc moi, j'ai créé mon blog, plus donc par frustration, professionnelle, parce que je ne trouvais pas, suffisamment d'informations dans lesquelles je me retrouvais par rapport à mon mode de travail, à mon mode de vie, à mes aspirations, à mes ambitions. Et puis, bah, je l'ai créé avant tout aussi par frustration, mais surtout par passion et par envie de partager et justement de rencontrer d'autres personnes et d'avoir ce moyen-là pour aussi rencontrer d'autres experts. Ouais. Donc, voilà. Bah, c'est vrai que cette prolongation, cette Ouais. prolongation de l'école dans le monde du travail, moi je trouve que c'est un vrai problème parce que dans le monde du Oui, travail, j'ai vraiment l'impression qu'on infantilise extrêmement, de façon extrêmement prononcée les employés. C'est-à-dire qu'on leur dit, oui, vous êtes devant le truc, vous êtes payé au nombre d'heures, alors qu'en fait, on devrait, je trouve, payer selon l'efficacité. Parce que si tu es payé au nombre d'heures, tu t'en fous de faire plus ou pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire semblant de travailler quand le patron arrive et ensuite de tourner, quand il tourne le dos, d'ouvrir Facebook et de faire autre chose. En fait, moi, enfin, je pense vraiment, après, ça peut toujours changer, que pour l'instant, moi, j'ai pas encore d'employé, il faut d'abord que je vive de mon activité. Mais le jour où je vais employer des personnes, je leur laisserai la main libre. C'est-à-dire que enfin, je les briderai pas comme je voudrais pas qu'on me bride à l'école ou si j'étais employé. Parce qu'en fait, c'est on devrait payer en fait les employés au résultat sans non plus les surcharger et les exploiter, évidemment. Parce que si tu te dis, tiens, cet employé, il est super efficace, je vais lui donner plein de boulot, ça s'appelle juste exploiter quelqu'un. Mais si on paye pas au nombre d'heures, mais qu'on paye vraiment les employés au nombre, enfin, au résultat qu'ils produisent, à la euh, qualité aussi. à la qualité, voilà, ils Mmh. pourront, je pense, faire du meilleur travail, être plus épanouis. C'est la différence en fait entre le CNED et l'école. Parce que moi avant, j'étais à l'école classique Mmh. et maintenant, bon, avec tout ce qui s'ensuit, j'ai décidé, enfin, j'ai pris la décision de faire le CNED parce que c'est beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est Oui. super, c'est beaucoup mieux pensé parce que je peux vraiment m'organiser comme je veux. Par exemple, cette interview-là que je fais actuellement, si j'avais été à l'école, Mmh. On impossible est que je un la fasse. vendredi après-midi, ça aurait pas été possible. Voilà. Alors que Mmh. avec le CNED, je peux m'organiser, c'est-à-dire que je me suis levé exprès tôt ce matin pour faire des maths et comme ça, je peux faire mon truc tranquille. Et puis, on n'est pas aussi contraint par le nombre d'heures et parce que voilà, on a les élèves qui arrivent en classe, etc. C'est du temps gaspillé en fait, même le trajet à l'école. Et on peut choisir aussi quand est-ce qu'on fait les matières. Par exemple, on le sait que c'est beaucoup plus efficace de faire les maths le matin que l'après-midi. Oui. Par exemple, à moi, ce Bah, que je trouve horrible, c'est les cours de sport qui sont mis après le déjeuner. C'est la ah pire des oui, ça choses à c'est faire. Et notamment, il y a des études qui ont prouvé que c'était néfaste pour la santé de faire du sport directement après manger, mais on le fait quand même parce que c'est dans l'emploi du temps, etc. Alors ouais. que, en fait, non. Quand on peut s'organiser nous-mêmes, on peut voilà, essayer de comprendre notre horloge interne et de se dire, OK, Mmh. le matin, je fais des maths, l'après-midi, je fais du français. C'est mon cas d'ailleurs. Et comme ça, je ne suis pas contraint en fait par un emploi du temps qui est fixé. C'est pour ça en fait, et je pense que en tant qu'employé, on devrait faire la même chose. On ne devrait Mmh. pas dire à l'employé, OK, tu restes là, tu te lèves à telle Ouais. heure et tu Mmh. finis à telle heure, et finalement, tu n'as pas été productif parce que tu as passé la moitié du temps sur ton téléphone. Euh, donc, oui. Et moi je suis complètement d'accord avec ça et c'est un problème, contre lequel je me bats en tant qu'indépendante, 100 freelance, 100 télétravail, pardon. Donc moi, je travaille de chez moi à temps complet et cetera et j'ai encore du mal à trouver, certaines missions, non pas à cause de mon profil, mais parce que, certaines entreprises veulent encore aujourd'hui, en 2022, avoir l'employé de 8 heures.
à 19 h en présentiel dans les Ouais. locaux de l'entreprise. Hem, si j'étais en médecine, je dis pas. Si j'étais dans le bâtiment, je dis pas. Mais en communication aujourd'hui, je pense quand même que c'est un problème Oui, et ça dépend des que secteurs, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup et d'entreprises qui sont restées à l'âge des dinosaures, voilà. euh, sans avoir grandi avec Internet, et qui ne comprennent pas que grâce à Internet, on peut très facilement avoir des employés à l'autre bout du monde et ça peut très bien marcher. Et plus productifs et plus heureux dans leur travail aussi. Voilà. Par exemple, enfin, moi, je trouve que je suis beaucoup plus heureux maintenant que je fais le CNED Ouais. à l'école classique. Parce que on choisit, en fait. On revient à notre liberté. Et petite parenthèse, juste, je rebondis sur ça. Moi, j'ai fait le CNED pendant 2 ans, quand j'ai habité aux États-Unis, donc je sais très bien ce que c'est. Moi, j'allais à l'école américaine le matin pour apprendre l'anglais et l'après-midi, je suivais les cours du CNED. Le CNED est d'un très bon niveau et ça nécessite vraiment d'être responsable dans son apprentissage et cetera et franchement, j'ai vraiment vu la différence. Voilà, c'était Ouais. petite parenthèse. Et maintenant, si tu pouvais apprendre qu'une seule compétence, une seule dans les 5 prochaines années, si maintenant, voilà, il y a une seule Oui. compétence spécifique où tu peux te former intensivement, mais c'est uniquement cette compétence-là dans les 5 prochaines années. On ne parle pas de toute une vie, mais dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu apprendrais? Ou qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Ouais, alors, je dirais des com alors c'est très large, mais des compétences dans le marketing digital, du copywriting, mais quand même pas uniquement parce que je tiens beaucoup quand même à cette dimension, plus on va dire de storytelling. Je pense que le storytelling aussi c'est un peu sous-coté et pourtant c'est important. Donc ouais, je dirais storytelling, slash emailing parce que l'emailing aussi aujourd'hui en communication, c'est un canal très important. Ok. Mmh. Ouais, bah c'est clairement une compétence que je suis également en train d'apprendre parce que Ouais. moi, clairement, les compétences sur lesquelles je mise, c'est apprendre à écrire le copywriting tout simplement et surtout aussi la rhétorique, apprendre à faire des discours parce que c'est super utile dans le Mmh. monde où tout le monde communique de façon vidéo ou pas. Je pense que voilà, apprendre le storytelling, mais ça va un peu aussi avec le copywriting et Ouais. la rhétorique. Mmh. Je pense que c'est vraiment des compétences qui sont fondamentales enfin, aujourd'hui. Et encore, Et qui s'applique pour, tous les secteurs. Mmh. voilà, tout le monde en Mmh. a besoin et surtout, tu es sûr que quand tu as ces compétences-là, ça va rester là encore longtemps, toute ta vie en fait, parce que même déjà les Grecs, avec Aristote, etc., ils avaient déjà des traités de rhétorique Mmh. et ça continue à perdurer. Et pareil pour apprendre à vendre, même avant Internet, on a eu des Oui. génies de la vente comme Gary Albert, etc. Mmh. Donc, c'est une super compétence. Maintenant, je vais vous poser des questions flash. Donc, on va OK. terminer cette interview par des questions flash. Vous avez moins de 10 secondes pour répondre. Pour répondre. Euh, il y a 3 questions. Donc, on va commencer tout de suite. Quel est le dernier livre que tu as lu? La biographie de Priyanka Chopra. À quel moment de la journée tu lis? Mmh, entre midi et 2. Un auteur à conseiller? José Moro de Vasconcelos. C'est un Portugais. Un mot de fin? Bah, vraiment que j'ai vraiment beaucoup apprécié, cette interview, qui était vraiment un échange, très, très intéressant. Et surtout de pas abandonner, vos rêves et vos apprentissages quels qu'ils soient. Même si vous êtes encore à l'école, vous pouvez faire, beaucoup plus et beaucoup plus pour vous aussi. Bah, j'en suis la preuve Donc vivante. Pas que j'ai voilà, des résultats extraordinaires, mais que même en faisant l'école, tu peux apprendre des compétences annexes. c'est ça et n'attendez pas en fait, n'attendez pas
un supposé, monde adulte qui sera différent. Ça reste un prolongement, de la vie et il faut penser à soi. Ok. Bah, j'ai beaucoup apprécié cette interview. Euh, Mmh. je mettrai le lien de ton livre, de ton blog en description. Quel est le nom Merci. du livre? Alors le livre, je te le montre 2 secondes. Oui. Il s'appelle, Globe Rédactrice. Donc là, il est disponible sur Amazon, je vais juste le corriger un tout petit peu, mais il est d'ores et déjà disponible et c'est vraiment, en fait, c'est un livre qui a été écrit comme un journal de bord, en fait. Mhm. J'ai fait, 75 jours, 1er mai, 2 mai, 3 mai et cetera, avec, une thématique par jour et après j'ai repris tout ce journal et je l'ai commenté pour aller un peu plus loin que ce que j'avais écrit sur le moment. Ok. Et votre blog, comment il s'appelle? Enfin, ton blog, du coup, Alors le on va blog pas se c'est, tutoyer. ouais, le blog c'est entreprendre-et-voyager.com et puis, il y a aussi les réseaux sociaux et la chaîne YouTube, qui vont avec. Donc, Vous tapez entreprendre et entreprendre et voyager. voyager et vous Je trouvez tout de mettrai de toute suite. façon un lien dans la description. OK, super. Bah, merci beaucoup pour ces entretiens. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est associée. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai une chaîne YouTube et une newsletter quotidienne. Alors, la newsletter, je la mets en lien dans la description. En fait, tous les mardis, j'envoie une newsletter pour vous permettre d'apprendre plus efficacement, d'être plus productif, etc. Je partage un peu des petits hacks underground que vous n'avez pas forcément vu partout. Par exemple, ce clavier-là qui est en Bepo, ce qui Mmh. fait que je peux taper 3 fois plus vite que la moyenne. En français, il y a aussi des dispositions pour l'anglais, etc. Bref, si vous voulez avoir ce genre d'astuces, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement, pour un nouvel épisode. À plus.